Ce qui va alimenter de la part de ses ennemis, eh bien, la rumeur d'une liaison entre la reine et le cardinal. Vous êtes la reine. Le pays souffre, madame. Résistez à des amitiés que Dieu condamne. Monsieur Vincent, ce qu'on dit de moi et du cardinal n'est destiné qu'à nous salir. Je ne suis pas dans le péché. Je ne peux me repentir de ce que je n'ai pas fait. Alors nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Et tout le monde conspire. L'argent commence à manquer, et on grogne. On m'accable, ce qui est sans importance, mais on vous insulte, ce qui est impardonnable. Je ne me sais pas insulter. Il court des refrains qui font de moi votre homme. Faut sonner le tocsin. Ding, 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 ding. Pour prendre Mazarin. Ding, 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 ding. Il fout notre régente et prend ses écus. Et le bougre se vante qu'il a foutu en cul. Et c'était une mazarinade, ces pamphlets contre Mazarin l'accusant d'être l'amant d'Anne d'Autriche. Alors ça, on n'en a jamais eu la preuve formelle, mais vous l'affirmez dans votre film, Jacques Santamaria, c'était une histoire d'amour entre les deux. Je pense qu'au départ, il y a eu un intérêt l'un pour l'autre, un intérêt politique. Je crois qu'elle a compris tout de suite qu'elle avait intérêt effectivement à avoir Mazarin auprès d'elle. Je pense que Mazarin était un séducteur, il a essayé de la séduire. Comment a-t-il essayé de la séduire? Probablement comme il a fait, c'est-à-dire en utilisant le jeune dauphin comme trait d'union, mais elle le trouvait différent des autres, différent de tous les autres hommes qui fréquentaient la cour. Et d'abord parce qu'il était extrêmement soigné de sa personne, il était raffiné. C'est peut-être au XVIIe siècle un des rares qui a dû prendre un bain par jour. Et elle était sensible. Elle était sensible à ça. Et je crois que cette amitié, cette communauté d'intérêts qui s'est transformée en amitié a fini par se transformer en amour. Certainement pas au moment où moi je le situe dans le film, oui, parce que pour des raisons dramaturgiques, je l'ai fait arriver un petit peu tôt, tard, en 1644, mais je crois que après le premier exil de Mazarin, c'est-à-dire 1652, les 11 lettres secrètes qu'on a retrouvées ne laissent absolument aucun doute sur la nature de leur relation. Parce qu'il y a un texte, alors vous me direz, il date justement du début de leur rencontre, c'est Anne d'Autriche disant à Louise de Brienne, qui était une de ses amies, « Je t'avoue que je l'aime et je puis même dire tendrement, mais l'affection que je lui porte ne va pas jusqu'à l'amour, ou si elle y va sans que je le sache, mes sens n'y ont point de part. » Oui, alors je me suis effectivement servi de cette lettre pour situer, moi, en 1644, le début de leur liaison. Et ça date, vous venez de le dire, de 1643. Vous imaginez, si effectivement, en 1643, elle avait ce genre d'interrogation et de doute, on voit bien de quel côté elle commençait à pencher quand même. Parce que vous parlez d'un mariage secret, vous parlez même d'un passage secret entre le palais royal où résidait la reine et l'hôtel particulier de Mazarin. Et puis bon, on voit tout, hein, si je puis dire, dans votre film. Donc ça ne laisse planer aucun doute sur leur liaison, alors que beaucoup d'historiens en doutent encore. Oui, mais les historiens, j'allais dire, sérieux, qui ont étudié les 11 lettres, malheureusement on n'en a retrouvé que 11 lettres de la correspondance secrète d'Anne d'Autriche à Mazarin. Oui, c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien ce que ça voulait dire. Si, alors maintenant on arrive à le savoir, et les travaux de Madame Claude Dulon à cet égard sont absolument indispensables à connaître. On sait ce que ça veut dire. En règle générale, pour parler d'eux, ils utilisaient des chiffres ou bien alors des pseudonymes. Souvent, Mazarin écrivait 26 pour se désigner lui et 22 pour désigner la reine. Ou alors, il parlait de lui en disant la mer, l'océan, il parlait d'elle en disant les anges. Anne se désigne au masculin, il parle du roi en disant le confident. Mais quand même, certains propos, et encore une fois, c'était une correspondance secrète, c'est pas la correspondance officielle, certains propos, certaines lettres se terminent notamment avec des serments de fidélité et d'amour. Je pense pas que ce soit resté chaste. Alors il y avait aussi, sans doute, en révélant cette liaison, il y avait la volonté chez les grands de nuire à Mazarin. Il faut rappeler qu'à l'époque, en tout cas au début de son règne, entre guillemets, quand il était auprès d'Anne d'Autriche,
il était très impopulaire, on l'accusait de s'enrichir aux dépens de l'État. Et il avait augmenté les impôts. Oui, et d'accabler justement la France d'impôts pour pouvoir continuer la guerre avec l'Espagne. Mais cela dit, pour créer de nouveaux impôts, il faut l'accord du Parlement de Paris qui pose à ce moment-là des conditions, exige que l'on accroisse ses pouvoirs, un peu comme en Angleterre, ce que refuse la reine en faisant arrêter un conseiller du Parlement, Pierre Broussel, ce qui allait déclencher la plus grande révolte contre la monarchie avant la Révolution de 1789. C'est le Parlement qui menace. Ce Broussel tient des propos qui sont inacceptables. Le discours de l'avocat général était de sa plume. Laissons un peu de temps au temps. La paix obtenue, tout rentrera dans l'ordre. Mais ce Broussel insulte le roi. Il vous injurie. En ne faisant pas rebondir l'injure, on ôte toute importance aux injurieux. Je ne vous suivrai pas dans cette voie, monsieur le cardinal. On arrête monsieur Broussel! Aux armes, les gars! Allez, au Parlement! Au Parlement! Libérez Broussel! Aux armes, rejoignez-nous! Mort à Mediani! Vive la France! Vive la France! Mort à Mediani! Vive la France! Altesse, la fronde! Pour villes et villages, tocsin il faut sonner, tromper tous les passages qu'il voulait ordonner. Pour sonner le tocsin pour sabre Mazarin. Et c'était en 1648 le début de la pire des épreuves qu'ait connue Anne d'Autriche et Mazarin. La Fronde, et la France d'ailleurs, hein, la Fronde, donc, il y a eu celle du Parlement de Paris, matée par Condé, qui à ce moment-là était du côté, le grand Condé, hein, le vainqueur de Rocroi, et puis Condé qui se retourne ensuite contre la reine et contre Mazarin, et participe à la deuxième Fronde, la Fronde des Princes. Alors c'est une épreuve terrible parce qu'ils se retrouvent pratiquement seuls, Mazarin et Anne d'Autriche. Ils seront même contraints à un moment donné de se séparer, hein. Mazarin acceptant de quitter la France pour essayer d'apaiser la tension, Jacques Santamaria. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un acte politique qui est extrêmement, extrêmement fort. La régente pense, sous l'influence de conseillers qui sont fidèles à Mazarin, pense que le mieux, c'est qu'effectivement, il faut éloigner le principal ministre. Et donc lui ordonner un exil. C'est-à-dire Mazarin. C'est Mazarin. C'est ce qu'elle fait. Elle ne le fait pas de gaieté de cœur, car elle lui envoie une lettre qui est officielle, qu'on connaît, en lui disant que s'il a quelque attachement pour elle, il voudra bien lui donner ce témoignage d'amitié en allant sur quelques places sur le Rhin. Et il part. Il part dans un château allemand, le château de Brûle, où il va rester presque un an. Et là commence une correspondance absolument fabuleuse entre Anne et Mazarin. Ces fameuses lettres codées, justement. Alors, il y a beaucoup de lettres codées. Il y a une correspondance officielle où il faut traiter des affaires de l'État, elle informe des affaires de l'État, et notamment du fait qu'on s'approche de la majorité du roi, de Louis XIV. Mais il y a des lettres secrètes, de la correspondance secrète, et quand elle termine une de ces lettres de la manière suivante, 1 million de fois, suivi d'un signe qui désigne ses sentiments. Et jusqu'au dernier soupir, adieu, je n'en puis plus, et vous savez bien de quoi. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais si c'est là une chaste amitié qui s'exprime, il faudra me l'expliquer autrement. Alors, ce n'était pas le cas selon vous. Ce qui est vrai, c'est que en même temps qu'il est en exil, tous les deux, très habilement, divisent les frondeurs. Ils les achètent, ils les font changer de camp, ils les opposent les uns aux autres, ils leur font des promesses. Le cardinal de Ré, Ré va devenir cardinal grâce à ça. Tout le monde croit que ça va s'arranger. Et finalement, cette fronde se termine en 1653. Entre-temps, Louis XIV est devenu majeur. On était majeur, le roi était majeur à 13 ans. Bon, il ne gouverne pas. Mazarin et Anne d'Autriche vont continuer encore pendant 8 ans de gouverner et se préoccuper de tout, de l'éducation du jeune roi. C'est auprès de Mazarin et d'Anne d'Autriche qu'il apprend à être ce qu'il va devenir. Oui, il ne faut pas oublier d'ailleurs que Anne d'Autriche avait nommé Mazarin surintendant de l'éducation du roi. Et de surcroît qu'il était son parrain. Il y avait personne de plus proche que Mazarin pour s'occuper du roi. Et il faut voir que
la manière dont ils ont maté la Fronde, c'est totalement la méthode Mazarin, qui est le contraire de la méthode Richelieu. Richelieu, c'était la foudre qui tombait immédiatement. Mazarin, il faut attendre, il faut biaiser, il faut donner à l'un et enlever à l'autre, il faut rapprocher les uns et séparer les autres, c'est-à-dire, oui, diviser pour régner, ce qu'il a fait magnifiquement.